Je vous avais déjà dit que, bien sûr, Zola est beaucoup plus connu pour ses salons, c'est-à-dire sa critique d'art pictural, que dans le domaine de la musique. Mais j'ai voulu commencer par le domaine de la musique pour montrer toute la gamme des connaissances, des sensations, des symphonies que présente Zola, que présente l'œuvre de Zola. Parce que pendant au moins une trentaine d'années, il fut autant applaudi que honni et critiqué en sa qualité de critique des salons. Oui, mais archi connu. Tout le monde connaissait les articles de Zola, non seulement dans la presse, mais aussi dans les brochures qu'il faisait pour les peintres. Et à partir de 1866, tout jeune encore, il fait une entrée fracassante dans le domaine de ce qu'on avait appelé la critique de salon. Et la critique de salon est un genre pour la littérature française, comme on le sait, très appréciée en France par le public cultivé à partir du XVIIIe siècle, grâce à Diderot et ses fameux salons. Mais le genre des salons est représenté par des noms aussi célèbres que ceux de Stendhal, Théophile Gautier, Baudelaire, les frères Goncourt et beaucoup d'autres. Dès ses premières publications, Zola le réaliste brandit son drapeau et annonce sans embâge ses positions. D'abord, il critique avec véhémence Gustave Doré. Pourquoi critique-t-il Gustave Doré? Il le juge trop envahi par ses chimères et il le met en garde contre la facilité et, je cite Zola, entre guillemets, l'idéalisme de ses songes. Et vous savez de quoi s'agit-il? Il s'agit des fameuses illustrations de Gustave Doré, les illustrations de la Bible de Gustave Doré. Dans ses articles critiques, Zola reprend souvent sa formule. C'est cette formule qui détermine le naturalisme, un coin de la création vu à travers un tempérament. Cette définition du naturalisme est devenue célèbre. Permettez-moi de vous donner un florilège de ces citations qui s'impriment facilement dans la mémoire. Ouvrons les guillemets. « L'œuvre ne doit pas être moralisatrice. Moi, je pose en principe que l'œuvre ne vit que par son originalité. Il faut que je trouve un homme dans chaque œuvre où l'artiste me laisse froid. » Fin de citation. En ce temps, les réalistes faisaient scandale. Et ils faisaient scandale contre une forme d'art qu'on a appelée l'art pompier. C'est-à-dire faire joli, faire beau, l'art pompier. Vous voyez, faire des fausses antiquités, etc. Contre le conservatisme des tenants de l'art officiel. Vous savez, c'était à peu près la même chose en Union soviétique, à l'époque du réalisme socialiste. Vous voyez, il y avait des règles qu'on ne pouvait pas transgresser, et ces règles allaient jusqu'à l'absurde. Et assez longtemps, à cause des règles du réalisme socialiste, on ne voulait pas accepter, par exemple, les peintres impressionnistes. Ce n'est que beaucoup plus tard que les peintres impressionnistes ont pu être exposés en Union soviétique. Encore une citation de Zola, ouvrons les guillemets. « Je suis du parti de la vie contre la niaiserie des parfumeurs. » Et Zola part en lutte. Zola s'insurge contre le jury du salon officiel, qui avait refusé Cézanne et Monet, les deux peintres qu'il admirait sincèrement. Il ne connaissait pas encore Monet, mais déjà dans la revue du XIXe siècle, il lui consacre en 1867 un long article qu'il reprendra plus tard sous forme de brochure.
De l'art de Monet, il dégage les caractéristiques essentielles. Refus de la peinture littéraire, c'est-à-dire la peinture qui raconte une histoire. Voilà, ici peut-être je vais m'arrêter parce que chez les Peredvijniki, les peintres ambulants russes, les portraits et les œuvres qu'ils peignaient racontaient toujours une histoire. Et ici c'est autre chose. L'art de Monet ne raconte pas une histoire. C'est une peinture claire, dit-il, et il emploie des tâches simplificatrices. Voilà, il relève ce qu'il y a d'essentiel dans la peinture de Monet. Zola fut le premier à faire une comparaison des toiles de Monet avec les images d'Épinal. Alors là, tout le monde s'insurge. Comment peut-on faire une comparaison entre la peinture de Monet et une image d'Épinal? En fait, on le peut, et on le voit sur ce portrait de Zola que vous avez vu, peint par Monet, justement, où l'on voit des estampes japonaises et des images d'Épinal. Parce que l'image d'Épinal et la peinture japonaise sont des simplifications et des taches qui unissent, et c'est une peinture claire qui unit de grands espaces. Et c'est pour ça qu'il les appelle des images d'Épinal. Le beau absolu n'existe pas, dit Zola. Il ne faut jamais confondre le beau et le joli. Et ça, c'est très bien, je pense qu'on peut le traduire même en russe. Krasivinka, chez Mayakovsky, que j'avais cité dans les bains, Бетховен, Shakespeare, сделайте нам красиво, disait Glavnachpups dans les bains. Vous vous souvenez? Ainsi, Zola devient le défenseur des œuvres jugées vulgaires par ses contemporains. Dans tous ses textes théoriques, qu'il s'agisse d'art ou de littérature, il exprime sa crainte de la vision romantique, ou même romanesque, trop romanesque. Il estime que Claude Monet est animé par un profond amour des réalités présentes. Camille Pissarro se distingue par une vision large, une étude austère de la nature, dont Camille Pissarro fait aussi partie de ces peintres qu'il apprécie. Zola méprisait les ficelles du métier. C'est-à-dire, vous savez, la manière prise de faire des volutes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il critiquait Gustave Doré. Parce que Gustave Doré était trop dans la main facile, dans le très facile. Et ça ne lui plaisait pas. Corot est le doyen des peintres que Zola admire. Et il le place aussi parmi les naturalistes. Pour Édouard Manet, il rédige en 1884 la préface au catalogue de son exposition personnelle. Zola y écrit « Il occupe une des premières places parmi les maîtres de la seconde moitié du XIXe siècle. Il arrive à faire de la lumière avec son pinceau. » Mais que se passe-t-il à ce moment-là? Ce sont les années de la guerre franco-prussienne, 1870, l'effondrement du Second Empire, et Zola est obligé de faire son adieu à la critique d'art. La Commune et la répression versaillaise frappent Manet, Degas, Renoir, qui furent mobilisés. Monet et Pissarro furent obligés de s'exiler en Angleterre. Cézanne, qui s'était réfugié à l'Estaque, ne travaille presque plus, il travaille pour lui, personne ne le voit, il n'expose plus. Et Courbet fut emprisonné après la Commune, ruiné et réduit à l'exil. Zola publie désormais ses articles critiques dans la presse de province. Mais il y a tout à coup une solution qui se pose à lui. Eh bien, c'était la presse étrangère, surtout la presse russe.
Il s'agit de Wieśniki Europy, dont le rédacteur était Stasulievitch. Ce dernier entretenait avec Monet et Manet des correspondances. Et vous savez ce qui s'est passé? Comme Zola envoyait ses correspondances à Tourguenieff, on les traduisait en russe, les traductions, les textes de Zola en français ne sont pas conservés. Ils n'ont pas été conservés. Nous les connaissons que dans la version traduite du russe. Mais les textes de Zola ne se sont pas conservés. Mais en tout cas, ce sont les grands rapports de Wieśniki, de Tourguenieff avec la critique russe. Et Tourguenieff avait demandé à Zola de lui envoyer ses articles. Et il lui écrivait d'ailleurs en 1874 « On ne lit que vous en Russie ». Et on attendait en Russie, on attendait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grands collectionneurs d'art russes ont déjà été préparés à accepter l'art moderne. Vous comprenez? C'était déjà par la critique d'art de Zola. En 1876, Zola présente ainsi le Salon des Indépendants. Le mouvement révolutionnaire qui s'amorce transformera assurément notre école française d'ici 20 ans. Et il reprend le mot de Baudelaire et constate « La modernité s'affirme avec une puissance invincible ». Et plus tard, n'oubliez pas que Anatole France dira « La révolution est en marche et ne s'arrêtera plus ». Cette période est caractérisée par l'apparition de divers groupes qui se font et se défont. Et Zola détermine les affinités qui se forment. Cézanne concentrera son attention sur les problèmes de construction. Et là, il l'a très bien remarqué. Cézanne veut construire son personnage, tandis que Renoir travaille sur le déjeuner des canotiers. Le déjeuner des canotiers, c'est l'ambiance, l'atmosphère. Au Salon des Refusés de 1863, Édouard Manet avait 3 toiles. Je ne sais si ce fut à titre de persécuté, mais l'artiste trouva cette fois-là des défenseurs, même des admirateurs. Il faut dire que son exposition était des plus remarquables. Elle se composait du déjeuner sur l'herbe, d'un portrait de jeune homme en costume de majot et du portrait de mademoiselle Vey en costume d'espada. De ces portraits, nous allons vous montrer le fameux déjeuner sur l'herbe. Le déjeuner sur l'herbe est la plus grande toile d'Édouard Manet, écrit Zola, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres, mettre des figures de grandeur naturelle dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Mais cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile. Bon Dieu, quelle indécence! Une femme sans le moindre voile entre 2 hommes habillés. Cela ne s'était jamais vu. Et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses fraîches. Fin de citation. Les mêmes critiques s'abattent sur Édouard Manet quand il a exposé au Salon son Olympia, que Zola a qualifié de chef-d'œuvre, tandis que le public l'a comparé à une image d'Épinal. Mais ici, en mal, justement, image d'Épinal. Ces mêmes gravures d'Épinal que Zola et Manet admirent pour les teintes violentes et les grands contrastes. Il voudrait aussi parler des rapports qu'entretiennent Zola avec Cézanne. Alors pour revenir à la critique russe, les critiques russes furent persuadés qu'après la publication du roman L'œuvre, en 1886, il y eut une forme de brouille entre Cézanne et Zola.
À dire en vérité, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas le cas, c'était plutôt la présentation que fit Tourguenieff en Russie de ce roman qui a influencé ce jugement. Claude Lantier n'est pas un personnage à clé, bien que Zola ait certainement utilisé certaines ressemblances avec son ami Cézanne. Dans son roman, on trouve aussi le personnage du marchand Ambroise Vollard, par exemple. Lantier se suicide devant sa toile inachevée, mais Zola a plutôt en vue le récit célèbre de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Si vous vous rappelez de mon cycle de conférences sur les œuvres précédentes, mon cycle précédent, j'ai parlé du film La Belle Noiseuse, fait d'après justement cette nouvelle de Balzac, qui a été reprise à maintes reprises comme sujet, vous voyez aussi. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, parce qu'il y a eu entre eux après une correspondance, puisque Cézanne venait toujours chez Zola quand il venait à Paris, et en somme, il n'y a pas eu de brouille à vie, comme on le pense. Au temps où Zola écrit son roman, l'œuvre, Cézanne avait déjà atteint la maturité de son art. Tous les deux, dès leur jeunesse aixoise, avaient été influencés par des chefs-d'œuvre des grands peintres tels que Tintoret, Le Caravage ou Poussin. Souvenez-vous de cette phrase qu'on retrouve à 3 reprises dans les Rougon-Macquart. Quand on part de Plassans, par la porte de Rome, quand on sort de Plassans par la porte de Rome. Et l'influence de ces réminiscences antiques se trouve aussi dans l'œuvre de Cézanne, qu'il n'avait pas vue. Cézanne cherche à rendre la perspective et la couleur. Et là, je vais citer Cézanne, ouvrons les guillemets, « Il n'y a pas de ligne, dit-il, il n'y a pas de contraste, il n'y a que les couleurs. » Voilà, si auparavant il y avait les contrastes, ici, chez Cézanne, nous avons les couleurs. Et quand Cézanne se tourne vers la nature morte, l'objet est représenté comme une modulation de la forme et du volume. Il est célèbre pour la représentation de ces natures mortes. Les deux créateurs échangent leurs idées. Et certainement, à partir de là, on peut voir pourquoi Cézanne disait qu'il fallait parler des formes et du volume. Par exemple, ils avaient lu ensemble le dialogue de Platon, le Timée. Et ce dialogue avait beaucoup influencé Cézanne et les peintres. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait représenter, d'ailleurs comme Pascal, il fallait représenter la nature et la montagne Sainte-Victoire par des formes, des cônes, par des sphères, par des octaèdres, des parallélépipèdes, etc. Parce qu'il fallait représenter la matérialité de la nature et rapprocher la montagne du spectateur. Parce que quand il s'évadait en dehors de Aix-en-Provence, tout jeune, il recherchait justement ce contact physique avec la nature, l'herbe, la rivière, la nature. C'était pour eux leur bouffée d'air frais. Cette nature claustrale, ils s'en échappaient. Et la forme de cette ville alors disparaissait et apparaissait la forme de la nature. Les deux créateurs échangent leurs idées.
représenter le végétal, le minéral et organiser la sensation des couleurs. Dans une lettre à Émile Bernard, Cézanne écrit « Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu'en surface, d'où la nécessité d'introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleuté pour faire sentir l'air. » Il rapproche la nature, il rapproche la terre de l'homme, et l'homme fusionne dans la terre. Vous voyez, il fait sentir l'air. Et c'est cela qu'on a senti ou compris dans l'œuvre de Cézanne et des peintres qui ont suivi cette voie-là en peinture. Les cézanistes, si vous voulez. Les bleutés pour faire sentir l'air, les vibrations de la lumière représentées par les rouges et les jaunes. Je répéterai encore une fois que le contact avec la nature les remplissait de joie. Mais il y a une grande différence entre la démarche romantique et la démarche naturaliste. Dans la démarche romantique, le paysage est vu à travers un état d'âme. Rappelez-vous ce que disait Lamartine. Il disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Voilà ce qu'il disait. Donc le paysage dépend entièrement de l'état d'âme de celui qui regarde. Chez Chateaubriand, c'est pareil. Vous voyez, chez Werther, pour revenir à Goethe, oui, les souffrances du jeune Goethe se reflètent sur le paysage. Le paysage dépend de l'état d'âme du jeune Werther. Les romantiques vont de l'intérieur vers l'extérieur et ils impriment cet intérieur sur l'extérieur. Et pour Cézanne, naturaliste, le rapport avec la nature est fusionnel. C'est un rapport mythique avec la figure féminine, qu'il désire et qui le terrorise à la fois. Il faut dire que les rapports de Cézanne avec les femmes, surtout au début, au temps de leur jeunesse, de leur adolescence, étaient des rapports difficiles. Il y avait les interdits, il y avait justement les gens de Plassans qui regardaient partout à travers les persiennes. Oui, il fallait voir ça et il fallait passer outre. Mais le mythe de la femme, pour Cézanne, passe par les classiques. Et si Cézanne aime les impressionnistes, il s'en éloigne pourtant pour déconstruire la nature. Pour Cézanne, comme j'ai dit, ce mythe de la femme passe par l'étude des grands classiques. Il n'est jamais allé en Italie, il n'a pas fréquenté les musées, il n'a vu que des reproductions des grands classiques, mais il les étudie. En ce moment, en France, et je dis en ce moment en 2020, et jusqu'au début du mois de janvier, au musée Marmottan-Monet à Paris, on expose Cézanne en regard avec les maîtres qui l'ont influencé. Et ça, c'est très intéressant. Je vous conseille de voir un film sur YouTube consacré justement à cette exposition. Je vais vous donner le lien. On commence par les œuvres de jeunesse. Et une des premières œuvres qui va peut-être nous choquer, on la montre assez rarement, c'est La femme étranglée ou le viol. On parle beaucoup, parce que le viol est un des grands interdits actuellement. Et pourtant, nous savons combien, avec MeToo, avec tout ce qui s'est passé en France, avec toute cette lutte des femmes contre le viol, justement, c'est devenu un thème récurrent à l'heure actuelle.
Alors, comme j'ai dit, Cézanne était trop timide. Il avait des relations difficiles avec les femmes, même avec ses modèles. À un moment donné, il devait les chasser de l'atelier tellement il n'en pouvait plus. Il avait peur de ses pulsions incontrôlables. Les scènes d'enlèvement, de viol et de meurtre sont dans des classiques. Surtout l'enlèvement des Sabines, de Poussin, de Rubens, de Poussin en 1663. Et l'enlèvement des Sabines avait influencé Cézanne pour ces scènes. Rubens, le massacre des Innocents d'Eugène Delacroix en 1824. Michel-Ange, dans son art, désignait ces thèmes picturaux par le thème italien terribilità. Terribilità, ce sont des choses terribles qui se passent. C'est quand nous voyons justement la violence se déchaîner. Et l'inévitabilité cruelle de la destinée humaine. La femme étranglée de Cézanne avait été peinte sous l'influence des scènes de meurtre que l'on retrouve dans les Rougon-Macquart, chez Zola. Il est difficile de dire qui a été influencé par qui. En tout cas, il parlait de la violence et par exemple, Zola avait dit qu'au début de toute grande fortune, il y a un crime. Et comment éviter le crime? Comment surpasser ces moments criminels? Par exemple, dans un roman comme Thérèse Raquin, La bête humaine, il y a la description de ces moments, de ces viols et de ces meurtres. La critique d'art contemporaine propose de distinguer le réalisme naturaliste de Cézanne par le thème réalisme visionnaire. Il était comme un visionnaire, il voyait ces tableaux, il les voyait en vision. Le meurtre, selon Cézanne et pour Zola, est le point de non-retour. Après avoir accompli cet acte, on n'est plus digne de rester dans la catégorie humaine. On devient une bête humaine, c'est-à-dire qu'on dégringole dans une autre catégorie. Pour l'homme qui a basculé dans la violence, tout est fini. Il ne faut pas basculer. Dans la Bible, il est dit « tu ne tueras point ». Et tous les deux, ils arrêtent les thèmes de terribilità avant qu'il ne soit trop tard et ils trouvent un autre exutoire, la dérision. L'ironie, la dérision. Ils se moquent. Ils se moquent. Et cette moquerie, mais la moquerie est autre chose. La dérision est un rituel. C'est un rituel très ancien, tourné en dérision. Et le théâtre de la dérision, par exemple, c'est une forme de théâtre antique qui était après repris et au XXe siècle, entre autres, sous cette forme, non pas le théâtre de la cruauté de Antonin Artaud, mais le théâtre de la dérision, tourné en dérision. Par exemple, la toile Les Trois Baigneuses, peinte par Cézanne à l'âge de 37 ans, avait été achetée par la suite par Matisse en 1898. Et Matisse a décidé sur le tard déjà de donner cette toile au musée de l'art moderne. Et il a écrit au conservateur du musée, il a écrit une lettre. Je vous donne cette toile parce que cette toile a été d'un grand réconfort moral pour moi toutes ces années où j'ai commencé à vieillir, j'ai commencé à comprendre que je ne pourrais plus peindre et j'étais dans un grand désespoir et cette toile m'a
aider à ne pas sombrer dans le désespoir. Je cite un petit passage de cette lettre de Matisse. Le but de l'art est le réconfort spirituel. Cézanne nous a détournés des sentiers de l'académie. Voilà, ça c'est une phrase merveilleuse. Donc, se détourner des sentiers de l'académisme et aller vers la modernité. Et Picasso, qui était fervent de Cézanne, avait aussi dit à plusieurs reprises « Cézanne est notre maître à tous ».